Je cite Jean-Paul Sartre dans son œuvre intitulée La nausée. Je n'avais pas le droit d'exister. J'étais apparu par hasard. J'existais comme une pierre, une plante, un microbe. Ma vie poussait au petit bonheur et dans tous les sens. Elle m'envoyait parfois des signaux vagues. D'autres fois, je ne sentais rien qu'un bourdonnement sans conséquence. Quand on parle d'existence, le premier nom qui nous vient à l'esprit est celui de Jean-Paul Sartre et sa philosophie de l'existentialisme. Les travaux de Sartre ont traité de l'existence d'une manière très profonde, en usant des termes et des concepts tels que la conscience, l'angoisse, l'absurdité, la mauvaise foi et surtout la liberté. Sartre a eu une influence très grande sur les jeunes de cette époque. Toutes ses œuvres ne font que prêcher la liberté comme une nécessité que nous sommes forcés d'assumer, et non comme un choix qu'on peut faire ou non, comme le précise ce passage de Sartre. Je suis condamné à être libre. Cela signifie qu'on ne saurait trouver à ma liberté d'autres limites qu'elle-même, ou, si l'on préfère, que nous ne sommes pas libres de cesser d'être libres. Bonjour à toutes et à tous. La phénoménologie se présente et se définit comme une théorie des phénomènes ou de la conscience. Elle est l'étude des phénomènes. Elle a pour objet d'étudier et d'analyser l'expérience subjective d'un sujet conscient. Elle suggère une vision du monde où la réalité est multiple, où il n'y a pas qu'une seule vérité, mais plusieurs vérités. La phénoménologie est un courant de pensée du XXe siècle, fondé par Edmund Husserl, dans le but de faire de la philosophie une discipline scientifique. Par son nom, elle s'indique comme une discipline qui prend la réalité telle qu'elle se donne à travers les phénomènes, en analysant l'expérience vécue, les contenus de conscience et les structures de celle-ci, d'une manière plus systématique, comme étant des phénomènes de la pensée qui se pensent elle-même et pensent le monde. Selon la première édition de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, la phénoménologie est l'histoire scientifique de la conscience, comme première partie de la philosophie, qui devait précéder la science pure, puisqu'elle est l'engendrement de son concept. La phénoménologie de l'esprit est ainsi l'histoire de la conscience dans le monde vécu. Selon Hegel, la conscience n'est pas une institution achevée. Elle se fonde, se développe pour devenir autre qu'elle-même. La philosophie hégélienne se base beaucoup sur la phénoménologie, dans la mesure où elle s'intéresse au monde tel qu'il apparaît à une conscience, depuis la conscience naïve jusque la raison. Dans les premiers chapitres de la phénoménologie, c'est l'expérience de la conscience et de son rapport à l'objet qui est montrée en se posant certaines questions sur la conscience, sur son objet, et par quels moyens est appréhendé leur rapport. Comme on peut le voir, l'expérience de la conscience passe par 3 étapes. En premier lieu, ce qui fait la conviction de la conscience et l'essence de sa certitude est son principe décisif, qui est l'objet donné. Et cet objet ne dépend d'aucun point de vue subjectif. Il faut donc considérer l'objet en se demandant s'il est, en fait, dans la certitude sensible elle-même, en tant que cette essence pour laquelle elle le donne, si ce concept qui est le sien, d'être l'essence, correspond à lui tel qu'il est présent en elle. À cette fin, nous n'avons pas à réfléchir et méditer sur lui quant à ce qu'il pourrait bien être en vérité, mais seulement à le considérer tel que la certitude sensible l'a en elle. La conscience fait alors l'expérience de l'insuffisance de l'objet. Il faut que le sujet se retourne sur lui-même pour qu'ici il y ait, non plus un arbre, mais un mur, ou qu'il patiente un moment pour que le jour succède à la nuit. L'individu voit que les notions d'ici ou de maintenant ne renvoient pas à telle ou telle chose précisément, ou à telle ou telle phase du temps, mais à l'ensemble des choses ou états qui peuvent apparaître à lui. L'universel est donc, en fait, ce qu'il y a de vrai dans la certitude sensible. La certitude sensible passe d'un objet simplement singulier à un objet universel. Telle est la première expérience de la conscience. En deuxième lieu, ce qui se dévoile alors à la conscience,
c'est le fait que l'essence de la certitude sensible n'est pas dans l'objet, mais dans la visée subjective. Initialement, le savoir n'était vu que comme le reflet de l'objet, et maintenant il y a un échange de fonctions, et le savoir est promu au rang d'instance principale. C'est le moi qui, par son attention, fait apparaître tel ou tel objet comme étant ici ou maintenant. L'objet est parce que moi, j'ai savoir de lui. Cependant, se posera-t-on de quel moi s'agit-il, le mien ou celui d'un autre? Une transformation a lieu, pareille à celle qui s'est passée dans le moment précédent. Il y a passage d'un moi à l'autre et finalement disparition de tous les moi particuliers. Néanmoins, ce qui ne disparaît pas, c'est le moi en tant que le moi universel dont le voir n'est ni un voir de l'arbre, ni un voir de cette maison, mais un voir simple. Le sujet devient universel à son tour. Il se voit non plus comme vision de ceci ou de cela, mais comme vision en général, capable de voir toute chose. Telle est la seconde expérience de la conscience. Enfin, le sujet prend enfin conscience que le principe important de sa certitude n'est pas uniquement dans sa subjectivité, mais dans son rapport même avec l'objet. La certitude est l'ensemble des points de vue sur l'ensemble des objets. Nous en venons, de ce fait, à poser le tout de la certitude sensible lui-même comme son essence, et non plus seulement l'un des moments de cette certitude, comme dans les deux cas envisagés précédemment. Selon Hegel, la phénoménologie est une analyse scientifique qui se veut une analyse de l'esprit accédant à la science. La science chez Hegel n'est que la philosophie, et si la philosophie est l'amour du savoir, l'auteur, à travers son œuvre, a cherché à ce qu'elle devienne un savoir effectif. Donc le discours de la phénoménologie est un discours philosophique au sens le plus extrême, et le terme d'esprit et de savoir absolu sont des termes purement attachés à la philosophie. La formation de l'esprit ne peut se faire qu'avec la science, qui n'est pour l'auteur rien d'autre que la philosophie, et la phénoménologie est le moyen de l'élévation et de la formation de l'esprit. Puisqu'elle s'intéresse à la conscience, elle permet à une conscience ignorante, qui est une conscience pleine de certitude, d'acquérir un savoir philosophique qui réalise la formation de l'esprit. On passe ainsi d'une connaissance immédiate qui s'ignore comme esprit à une connaissance complète de soi, de l'esprit. Une connaissance qui non seulement se saisit elle-même, mais est capable de montrer en quoi elle est valide. Comme on peut le voir dans le chapitre du savoir absolu, la science n'apparaît pas dans le temps et la réalité effective avant que l'esprit ne soit parvenu à cette conscience au sujet de lui-même. En tant qu'il est l'esprit qui sait ce qu'il est, il n'existe pas plus tôt et nulle part ailleurs qu'après que et là où il a achevé le travail consistant, pour lui, à assujettir sa configuration imparfaite, à se procurer, pour sa conscience, la figure de son essence, et de cette manière, à égaliser sa conscience de soi avec sa conscience. L'esprit ne se fait pas d'emblée, il doit passer par plusieurs étapes et par un long chemin pour le devenir. Mais pour y arriver, il ne peut le faire que par lui-même, sans aucune intervention extérieure, ni par Dieu, ni par un philosophe. C'est une auto-formation. Pour Hegel, la science fait partie de l'expérience. Elle est le chemin long et dur. Et la science fait partie de ce chemin. On ne peut éluder ce chemin pour arriver à la science nécessaire. Il n'y a pas de raccourci et on ne peut faire un saut. C'est dans le concept de travail que cette idée se confirme, en voulant dire par travail non la production d'un objet précis, mais le travail qui mène au savoir et à la science. Le travail de l'esprit qui a un but essentiel, celui de la connaissance de soi. Le travail exige de l'effort pour engendrer un résultat. La science, pour Hegel, n'est pas l'acquisition des connaissances sur le monde. Elle est d'une part l'accès à une parfaite conscience de soi, et l'égalité de la conscience de soi et de la conscience d'objet, au sens où le sujet en vient à se reconnaître dans l'objet. La conscience de soi est donc la prise de conscience d'un autre de la conscience de soi. Pour le dire clairement, l'individu devient conscient de lui-même à travers les yeux d'un autre. C'est une sorte de lutte pour être reconnu.
La conscience de soi et l'altérité sont en constante opposition. Une lutte à mort où chacun tend à la mort de l'autre pour être reconnu. Cette théorie est très connue sous le nom de la dialectique du maître et de l'esclave, qui est une théorie prenant la forme d'un récit de combat. Deux sujets conscients d'eux-mêmes s'affrontent pour la première fois. Dès leur rencontre, le problème de la reconnaissance se dévoile, car ils ont tous deux le même désir de reconnaissance. Cette dernière ne peut alors avoir lieu qu'à l'issue d'une lutte des consciences. La logique que Husserl cherche à fonder est une logique objective, conçue d'un point de vue qu'on appelle aujourd'hui l'objectivisme sémantique. D'après la conception bolzanienne reprise par Husserl, la logique est une véritable théorie, qui, comme chaque théorie, a de véritables objets. Elle est une théorie de la science, une théorie dont les objets sont les significations, à savoir les propositions, les parties de proposition et les systèmes de proposition ou théories. Selon Husserl, une recherche relevant de la théorie de la connaissance qui prétend avec sérieux à la scientificité doit satisfaire au principe d'absence de présupposition. Mais ce principe ne peut vouloir dire que l'exclusion de toutes les assumptions qui ne peuvent être pleinement et complètement réalisées phénoménologiquement. Toute recherche relevant de la théorie de la connaissance doit s'accomplir sur une base purement phénoménologique. La théorie en vue ici n'est en effet rien d'autre qu'une réflexion et une compréhension évidente de ce que sont, de manière générale, le penser et le connaître. La phénoménologie ne se présente pas comme une discipline, mais comme une approche qui permet l'étude de plusieurs disciplines telles que l'histoire, l'art, la logique, les maths. Il n'y a jamais eu d'école phénoménologique, mais que des penseurs qui, depuis les travaux d'Husserl, l'ont développée. Parmi ces nombreux penseurs, il y avait Martin Heidegger, qui était l'un des disciples de Husserl, dont la position est totalement différente de son maître. Contrairement à Husserl, qui s'est peu intéressé à la question de l'être, et dont la pensée s'est plutôt basée sur la psychologie descriptive de Brentano et de sa psychologie du point de vue empirique, Heidegger, lui, au contraire, a consacré la majorité de son œuvre à tenter d'y trouver des réponses concernant l'être et son rapport avec le monde dans lequel il vit. Il s'est inspiré de l'œuvre de Brentano sur les multiples significations de l'étant d'après Aristote et a usé d'une approche phénoménologique différente de celle de son maître. La phénoménologie husserlienne était, selon Heidegger, pleine de lacunes et insuffisante pour répondre aux questions qu'il s'est posées. Il a donc entrepris de la corriger dans son œuvre Être et temps, en offrant une interprétation du Dasein par rapport à la temporalité et une explication du temps comme horizon à la question de l'être. Par cette proposition, Heidegger a dénoncé chez son maître l'omission d'une réflexion sur l'histoire de l'ontologie. Par son œuvre majeure Être et temps, Heidegger fait une tentative de remédier aux lacunes et aux insuffisances de la pensée de son maître, et de la reformer pour qu'elle tienne enfin compte de son historicité. Car selon Heidegger, la phénoménologie est une méthode qui permet de dépasser la division qui existe entre la philosophie systématique et la philosophie historique, une division qui pour lui est artificielle. Donc, ce que Heidegger tentera de faire, c'est de créer une ontologie phénoménologique constituée de deux parties qui sont intérieurement liées. La partie systématique, qui veut donner la réponse concrète à la question du sens de l'être, et la partie historique, qui veut reconquérir la transparence. Être humain, qu'est-ce que c'est? Tel est le problème auquel Sartre s'attaque. Il tente de dégager les structures fondamentales de notre être en tant que nous le vivons concrètement. Sartre ne cherche donc pas à saisir a priori une définition de l'être humain, ni à postuler une nature productrice de nos actes par les méthodes de la science naturelle ou psychologique. L'être et le néant. Mais à analyser l'expérience vécue.
Une telle réflexion phénoménologique permet de considérer l'être humain comme sujet conscient, se rapportant au monde, plutôt que comme objet ayant certaines propriétés données. Selon Sartre, du point de vue phénoménologique, il n'y a pas en nous d'essence, en fonction de laquelle il faudrait agir. Au contraire, notre essence apparaît comme le produit de nos actes. C'est parce qu'on écrit qu'on est écrivain. Ce n'est pas parce qu'on est écrivain qu'on écrit. De même, pour avoir une nature qui détermine notre comportement, il faudrait pouvoir l'attribuer à un moi subsistant. Or, lorsqu'on réfléchit, le moi apparaît comme objet pour la conscience réfléchissante qui par là s'en distingue. L'être conscient n'est donc pas réductible à la nature d'un moi. À la place de la notion de nature, Sartre propose celle de condition humaine, c'est-à-dire un ensemble de limites et de contraintes communs à toute situation que nous vivons. C'est notre condition de devoir choisir pour nous-mêmes une fin vers laquelle nous projeter. Sartre illustre sa position avec un exemple connu. L'existentialisme est un humanisme. Dans la France occupée, un élève vient le voir et lui demande conseil devant un dilemme. Devrait-il rester auprès de sa mère qui dépend de lui ou partir pour l'Angleterre, s'engager dans la résistance? Sartre cherche à montrer que ce jeune homme est obligé d'inventer sa propre issue. Aucune donnée préalable, aucun système moral ou conseiller ne peut le délivrer de la nécessité de choisir une voie, et ce faisant, de choisir le genre de personne qu'il sera. Quoi qu'il fasse, il est responsable de son être. D'où vient cette idée hyperbolique? Revenons à la phénoménologie. Sartre retient deux idées fondamentales de Husserl. Que la conscience est, en premier lieu, intentionnelle. Toute conscience est conscience de quelque chose. Et en deuxième lieu, donatrice de sens. Pour Sartre, cela signifie que la conscience se transcende toujours vers autre chose qu'elle-même et donne en même temps un certain sens à cette autre chose et, par extension, au monde. Cependant, contrairement à Husserl et suivant Heidegger, Sartre considère que la conscience ne peut constituer le sens du monde sans être au monde, sans y être engagé, se rapportant à des possibilités pratiques. Dans l'expérience quotidienne, on se découvre dans un monde peuplé d'exigences, sillonné de chemins vers des fins devant être réalisées, des tâches à faire, des tramways à rattraper. C'est en se lançant vers ces possibilités qu'on se fait être ce qu'on est. L'originalité de l'être et le néant est de soutenir que cette détermination spontanée de la valeur dans le monde implique une forme de négativité au sein de l'être conscient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous de ce positionnement de Sartre qui considère que la conscience ne peut constituer le sens du monde sans être au monde, sans y être engagé, se rapportant à des possibilités pratiques? Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et pour m'encourager à continuer. À très bientôt pour un nouveau podcast.